Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Ce soir, je vous propose de suivre une conférence où on va parler d'axiologie. L'axiologie, c'est un nom compliqué et un petit peu terrifiant pour désigner la science des valeurs. Alors, selon les auteurs, ça peut s'apparenter plutôt à une réflexion de nature scientifique, auquel cas on peut prendre le problème par un angle psychologique. Comment les individus en viennent-ils à investir effectivement des états de choses, des états du monde? Comment constituent-ils leurs valeurs? Quels sont les paramètres psychologiques que ça engage, les processus de constitution des valeurs avec la dimension émotionnelle que ça peut impliquer? Donc ça pourrait se rapporter à une certaine forme de recherche en psychologie, ça pourrait aussi intéresser dans les sciences sociales la sociologie, car les valeurs des individus sont imbriqués dans des processus sociaux, influencés par leur environnement, par leurs possibilités, voilà, toutes sortes d'éléments qui pourraient rattacher cette recherche sur la nature des valeurs à une perspective scientifique sociologique. Mais c'est aussi une branche de la philosophie, la théorie des valeurs, dans laquelle on va s'intéresser à la nature des valeurs, à qu'est-ce qu'on entend par une valeur, qu'est-ce qui compte comme une valeur ou qu'est-ce qui ne compte pas comme une valeur, de quoi c'est fait, qu'est-ce qui peut permettre de différencier cette notion par rapport à la notion de principe, à la notion de croyance, ou à d'autres notions qui pourraient être à peu près proches. Donc ça touche aussi finalement l'axiologie quand on la traite dans un angle philosophique, une réflexion sur les notions et aussi à la philosophie morale, puisque en morale, on va chercher à comprendre ce qu'est la vie bonne, ce qu'est le bien de l'individu, et dans cette perspective-là, on va toucher aussi à la question des valeurs. Alors, je ne vais pas vous faire un cours général sur l'axiologie, on va juste entrer dans le vif du sujet par un cas concret, on fera peut-être une présentation théorique de l'axiologie une autre fois. Le thème axiologique dont il va être question ce soir, ça va être celui du patriotisme. En effet, à l'heure où d'aucuns s'inquiètent de la montée des mouvements nationalistes en Europe et au-delà, il est devenu banal de mettre en cause le sentiment national. Le sentiment national ne serait-il pas la racine du mal, si tant est qu'un mal se cache derrière les différents mouvements qualifiés de national-populisme, pour reprendre une expression du politologue Pierre-André Taguieff, des mouvements nationalistes, des mouvements droitiers, ou d'autres d'ailleurs, qui feraient un usage condamnable, dangereux, à partir de cet élément identitaire qui serait le sentiment national. Certains voient dans ce sentiment lui-même la racine de toutes sortes de mouvements et d'idéologies politiques qui seraient en elles-mêmes condamnables. Mais n'est-ce pas céder à un préjugé que de vouloir trouver dans le sentiment national lui-même le germe ou la pente fatale de dérives autoritaires, nationalistes, bellicistes ou autres? Ne serait-ce pas là un préjugé? Y a-t-il véritablement un lien de cause à effet entre ces éléments? C'est pour réfléchir à cette importante et difficile question que je vous pose une sorte de réflexion à partir de l'ouvrage du philosophe français Michel Lacroix, un philosophe contemporain, qui a fait paraître, ça devait être dans les années 2000, je ne suis plus sûr de la date exacte, enfin, il y a une dizaine d'années, je dirais, a fait paraître un éloge du patriotisme avec comme sous-titre « Petite philosophie du sentiment national ». Alors on va suivre les analyses de cet auteur, dont je dis tout de suite que ça ne fera pas intégralement le tour de la question, mais ça me semble être une bonne base de réflexion pour commencer à travailler sur ce sujet, sachant que c'est un thème qui est assez délaissé, que ce soit en philosophie, dans les sciences sociales, il y a peu d'ouvrages qui prennent vraiment au sérieux cette question du patriotisme. Ça fait partie, de façon plus générale, d'un champ thématique qui recouvrait aussi la réflexion sur les nations, qui sont assez délaissés par les chercheurs véritablement d'esprit scientifique ou assimilable. Notons par exemple que dans le célèbre traité de sciences politiques qui a été publié en France dans les années 80, il n'y avait pas d'entrée sur la nation, par exemple, alors que c'était un gros traité en plusieurs volumes, je crois. Donc ce sont des thématiques qui, précisément parce qu'elles ont une dimension affective et assez passionnelle, qui ont tendance à être un point aveugle de la réflexion, quelque chose qu'on a du mal à penser. C'est donc d'autant plus précieux d'avoir une réflexion sur la question.
Par ailleurs, je ne fais pas une présentation détaillée de l'auteur dont je traite aujourd'hui, mais je crois savoir que Michel Lacroix, à la base, avait fait une thèse sur la notion de politesse. Donc on voit qu'on a affaire à quelqu'un qui travaille sur les mœurs, comme on disait au temps jadis, et notamment au siècle des Lumières, les mœurs, les manières d'être, les sentiments moraux. Alors, Michel Lacroix part d'une analyse psychologique. Il s'agit de savoir en quoi consiste l'amour de la patrie. En effet, le patriotisme n'est pas d'abord une doctrine ou un projet poétique particulier, il est quelque chose d'infra-politique, d'antérieur finalement à la constitution de toute orientation poétique donnée, si bien qu'on pourra trouver ce sentiment chez des personnes qui par ailleurs donnent le sentiment d'être tout à fait apolitiques et désengagées de la vie de la cité, au moins jusqu'à un certain point. On a donc affaire avec le patriotisme à quelque chose qui relève du domaine de l'affectivité, c'est un sentiment. Et alors, par rapport à ce que je disais en introduction sur l'axiologie, il faut tout de suite faire une distinction. Ce qui va compter comme une valeur avec le patriotisme, ce n'est pas le patriotisme lui-même. Le patriotisme lui-même n'est pas une valeur. On peut le différencier assez facilement si on compare cette notion avec par exemple la notion de liberté. On peut dire que la liberté est une valeur. Je peux prendre la liberté comme valeur, je peux valoriser la liberté, je peux donner de la valeur à la liberté, ça compte immédiatement comme une valeur. Tandis que dans le patriotisme, comme l'indique en français le suffixe « isme », on a une attitude qui valorise quelque chose qui est elle-même la valeur en question. C'est une attitude par rapport à une valeur, mais c'est non pas la valeur directement. Donc ce qui pourrait être une valeur et qu'on va retrouver au travers de l'attitude patriotique, ça va être la notion de patrie. On va aussi travailler sur cette notion incidemment. Le patriote sera celui qui valorise, suffixe « isme » qui indique une valorisation, la patrie. Donc c'est un sentiment d'amour qui porte sur un objet, la patrie, qu'on va définir dans quelques instants, mais notons d'abord qu'on est dans le domaine du sentiment de l'affection, et que le patriotisme, nous dit Michel Lacroix, constitue une forme d'amour. Alors, c'est déjà quelque chose qui mériterait de long développement, parce que si on voulait comprendre exhaustivement la notion à laquelle on a affaire, il faudrait une réflexion beaucoup plus large, et qui, là, pour le coup, a entraîné des réflexions philosophiques beaucoup plus conséquentes dans la tradition occidentale, qui est le concept d'amour. Les formes qu'il prend, les objets qu'il se donne, sa valeur morale, les limites que ça peut avoir, il y a toute une tradition de distinction sur la question. Il faudra certainement compléter cet exposé un de ces jours par une introduction à la philosophie de l'amour. Donc on a affaire à une forme d'amour. Très rapidement de mémoire, on pourrait dire qu'avec l'amour, on a affaire à quelque chose qui est susceptible d'au moins deux acceptations générales. Dans un sens passif, l'amour serait un affect. C'est le cas chez Spinoza. L'amour chez Spinoza est un affect de joie accompagné de l'idée d'une cause extérieure. Je suis rendu joyeux par quelque chose que je considère comme extérieur à moi, et cette chose me procure un certain amour. J'ai l'amour de ce qui me pousse à ce sentiment de joie, ce qui exerce sur moi une force telle que je viens à être réjoui par cette chose qui réciproquement devient l'objet de mon amour. Ça, ce serait l'amour dans sa composante passive. Mais on peut aussi s'appuyer sur un auteur différent, qui serait par exemple Denis de Rougemont, et souligner que l'amour présente une variante ou une possibilité de manifestation de type actif, auquel cas l'amour sera moins considéré comme une joie qui m'est procurée par une cause, que comme un objet vers lequel je fais un effort en vue du bien de cet objet, de par la joie que cet objet m'a procuré en premier lieu. Donc il y aurait un double mouvement dans un amour pleinement réalisé qui serait ni purement passif ni purement actif. La chose me réjouit, je m'engage pour le bien de cette chose et je l'aime au sens d'une action, comme on dirait d'un verbe d'action, je fais quelque chose, et ben je peux dire que j'aime la chose au sens d'une action qui vise à réaliser le bien de la chose, à la préserver, à la magnifier, voilà. Donc, deux sens possibles dans le concept d'amour, sa tournure passive, sa tournure active. Le patriotisme est donc une forme d'amour. Michel Lacroix nous dit que c'est une forme d'amour qui est acquise par l'habitude. Alors c'est très intéressant parce que ça permettrait de faire, si on devait faire une typologie des formes d'amour et des objets d'amour possibles,
probablement qu'on devrait distinguer un spectre qui irait des choses qu'on aime de façon foudroyante et instantanée, et dont un exemple un peu mythique mais envisageable serait le cas du coup de foudre sentimental, tandis qu'il y a certaines choses qui prennent du temps à être appréciées, un peu comme certaines activités qui ne nous plaisaient pas au début et qu'on a fini par aimer, hein, on a tous des cas d'expérience de ce genre-là. Parfois c'est la lecture d'un auteur, d'une œuvre, voilà, qui ne finit par nous procurer de la satisfaction qu'au bout d'un certain temps. Eh bien, Michel Lacroix nous dit que le patriotisme est un type d'amour qui s'acquiert par l'habitude, par une forme d'imprégnation. Et c'est un amour qui a quelque chose de discret, alors sans doute, et là il faudrait généraliser au concept d'amour en général, parce que nous sommes assez pudiques, assez hésitants à parler des choses que nous aimons, ou en tout cas de certaines de ces choses. On ne s'en ouvre pas forcément au premier venu. Excusez-moi. L'amour, donc quelque chose qui renvoie à l'intériorité du sujet, à une certaine intimité, dont on ne communique pas forcément spontanément vis-à-vis d'autrui. Et dans le cas du patriotisme, ça implique que c'est un sentiment qui habituellement n'est pas forcément manifesté, voire même pas forcément conscient chez les individus. Alors je cite Michel Lacroix, page 14. Donc d'ordinaire le plus souvent, nous aimons notre pays dans une sorte de demi-conscience. C'est donc un sentiment d'amour dont on ne manifeste pas forcément ou habituellement, voilà, on ne l'extériorise pas, on ne l'exprime pas spécifiquement, sauf peut-être dans certaines occasions qui pour une part peuvent être ritualisées et répétées. On peut penser, je ne sais pas moi, au défilé du 14 juillet, encore qu'il faudrait montrer que ça ne porte pas forcément que sur un pays, mais sur son état et sur d'autres éléments, etc. Ou bien ça pourrait être un amour qui ressort dans des phases critiques ou dans des circonstances particulières, qui nous amènent à de la fierté ou à de l'inquiétude vis-à-vis de cet objet qui est investi affectivement. Les raisons ou les causes qui font qu'on trouve un amour dans le pays qui est le nôtre, selon Michel Lacroix, est que le bien qui est en jeu dans l'amour de la patrie, c'est que cette dernière nous procure le sentiment d'être chez nous, entre guillemets, parce qu'un pays, enfin notre pays, est le cadre habituel où notre existence se déroule. Donc le bien, si c'en est un, et ça pourrait en être un, qui nous est procuré finalement par la patrie, serait quelque chose comme une familiarité, un sentiment de continuité avec les choses du monde, un ensemble de repères, voilà, qui fait qu'on n'est pas complètement confronté à un monde étranger et non apprivoisé ou dénué de sens. La patrie serait quelque chose qui confère à l'individu un certain état de stabilité et de familiarité. Dans son étiage normal, l'amour patriotique ne dépasse pas cette sensation de familiarité et de bien-être. C'est donc quelque chose d'assez ordinaire et dont on ne va pas parler spécifiquement, qui nous semble en fait aller de soi, ou voilà, qui peut être vécu sous un mode qui ne se prête pas de grandes déclarations ou manifestations particulières. Donc, ça, c'était déjà quelques éléments. Donc, je récapitule, j'ai parlé du patriotisme, de son mode d'acquisition, des raisons pour lesquelles nous en venons à développer un sentiment de ce type, du bien qui est en jeu vis-à-vis de ce sentiment, ce qui déjà nous fait un petit peu aller vers ce que je dirais à la fin de mon exposé, à savoir la problématique de savoir si cette valeur constitue non seulement quelque chose qu'on peut valoriser, mais quelque chose que nous aurions raison de valoriser ou que nous devrions moralement valoriser. C'est ce que je traiterai à la toute fin, la question de savoir si le patriotisme est une vertu. Avant d'aller plus loin, on va s'intéresser sur l'objet de l'amour patriotique. Sur quoi porte cet amour? Si on dit que c'est un amour de la patrie, qu'est-ce que la patrie? Quel est l'objet de cette forme précise d'amour particulière? Eh bien, la notion de patrie n'est pas simple et on pourrait distinguer, je ne vais pas trop m'attarder sur le sens purement étymologique, hein, la terre des pères, parce que je pense que c'est un sens un peu restreint et on pourrait ne pas être tout à fait satisfait de cette définition purement étymologique. Je vais plutôt essayer de montrer des couches de signification auxquelles renvoie la notion de patrie. Et on verra que ça a à voir, sinon avec la terre, en tout cas avec quelque chose de territorial. Donc, dans un premier sens, la patrie vise d'abord un territoire. C'est ce qu'on pourrait appeler le substrat physique de la patrie.
En effet, avoir un pays, se sentir lié à un pays, c'est apprécier et trouver de la familiarité, de la sympathie, de la convenance, de la forme d'accoutumance agréable dans un ensemble d'éléments purement physiques, sensibles, sensoriels, des paysages, des fleuves et des montagnes, des villes et des champs, tout un ensemble de territoires qui ont été, je vais en parler dans un second temps, appropriés par une communauté humaine au fil de l'histoire. Certains pourraient contester cette définition parce qu'on peut trouver des cas de peuples qui sont plus ou moins déterritorialisés et nomades. Ça complexifierait sans doute la conception de la patrie. C'est pour ça que la référence à la terre me dérange un petit peu, parce qu'il n'y a pas d'impossibilité absolue qui ferait que le substrat en question, qui fait qu'un peuple se sent chez lui, pourrait se référer à quelque chose qui ne serait pas stricto sensu d'un point de vue physique de la Terre. On pourrait imaginer, même si ça reste de notre point de vue dans le temps, quelque chose de fictif, on pourrait tout à fait imaginer une communauté dont le lieu de vie serait une construction artificielle, ville flottante, station spatiale ou tout autre mode d'organisation dans des circonstances qui ne se référeraient pas à l'espace solide physique auquel on est habitué sur Terre. C'est pour ça que cette référence à la Terre et à la fixité me semble un petit peu contestable. On sait qu'il y a des peuples historiquement qui ne sont pas définis en référence à un territoire terrestre fixe. Et l'exemple qui est pris généralement pour illustrer ça dans le monde occidental, c'est celui des communautés grecques anciennes. Alors je ne sais plus le texte en question auquel j'essaie de me référer, peut-être c'est dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide, je ne suis pas sûr, mais il y a un texte qui doit peut-être se référer aux événements de la bataille de Salamine dans l'histoire des Athéniens, où un orateur tient aux Athéniens le discours suivant: peu importe que la cité d'Athènes soit perdue aux mains de l'ennemi, nous sur ces bateaux, nous sommes le peuple athénien et nous pouvons aller vivre ailleurs si nous le décidons, etc. etc. Donc, il semble qu'on ne puisse pas complètement attacher la notion de peuple à, dans tous les cas possibles et imaginables, en tout cas, à un ancrage territorial extrêmement fixe et définitif. Donc ce substrat physique, voilà, il faut le comprendre d'une façon qui est relativement souple et qui ne s'attache pas forcément à la terre au sens des cailloux, dans ce sens-là défini, mais il y a bien un territoire, et là encore, ça pourrait être toutes sortes de parties du monde, diverses et variées, plus ou moins naturelles, plus ou moins artificielles selon les cas, qui font l'objet d'une appropriation par une société donnée. C'est ça qu'il faut entendre par le substrat physique de la patrie. Donc ça, c'est un premier niveau de l'objet qui est l'objet de cet amour, qui est l'objet de cette valorisation amoureuse. Comme tout amour, il est donc limité, ce sentiment patriotique, ce sentiment d'amour de la patrie, il est limité par son objet même. Le patriotisme est par nature borné par, je cite Michel Lacroix, une frontière, c'est-à-dire une limite séparant le dedans et le dehors, l'intérieur et l'extérieur. On notera que c'est une définition non étatique de la frontière et que ça marcherait aussi bien pour qualifier la frontière entre une pièce et une autre pièce. Il y a l'idée d'une délimitation symbolique de l'espace qui fait que c'est cette portion-là du monde qui a une valeur particulière dans le sentiment patriotique et pas ce qu'on trouvera quelques kilomètres plus loin, alors même que d'un point de vue justement purement physique et environnemental, on pourrait ne pas voir de différence très significative dans le paysage. Qu'est-ce qui pourtant va faire que tel espace constitue quelque chose parfois de sacré ou d'extrêmement valorisé par les individus plutôt que le même terrain un peu plus loin qui semble ne pas présenter de différence physique? Ça peut être lié évidemment à la constitution d'un État et à la défense de frontières politiques, mais en amont de ça, il y a l'idée que l'espace est approprié par la société, que la société lui donne une importance qui vient d'elle en fait d'une certaine façon. Donc un sentiment d'amour limité par nature à son objet même, ce qui fait qu'on ne peut pas véritablement aimer le monde entier, ou en tout cas on ne peut pas l'aimer de la façon dont on aime dans le sentiment du patriotisme, parce que, comme ça a été défini préalablement, le patriotisme renvoie à une accoutumance à un espace spécifique. Or, on ne peut pas s'accoutumer au monde entier, faute de pouvoir y vivre perpétuellement, de façon égale, en tout lieu, en tout moment, de façon parfaitement indifférente.
Sans doute y a-t-il des sentiments d'amour qui peuvent s'élever jusqu'à des choses extrêmement générales comme l'humanité dans son ensemble, mais ça ne peut pas être un amour du même type que le sentiment patriotique qui est particularisé par le territoire qu'il vise. Dans un deuxième temps, dans la notion de patrie, il ne faut pas se contenter simplement d'une définition physique des éléments du territoire. Il faut aussi montrer qu'il y a une autre couche de sens auquel ça renvoie et qui n'est pas indépendante, c'est la notion de peuple. L'amour patriotique vise aussi le peuple en tant qu'il est ce qui occupe et façonne le territoire approprié en question. En fait, là, je distingue d'un point de vue pédagogique et analytique ces différentes couches. Il faut voir qu'elles sont en interaction permanente. C'est un territoire qui est approprié par un peuple, c'est un peuple qui s'est approprié un territoire. Oui, c'est les deux faces de la même pièce que je distingue dans l'exposé, mais qui en fait ne forment qu'une seule et même ensemble de significations. Le peuple qui est aimé dans le sentiment d'amour patriotique donne chair et humanité à ce qu'on entend par patrie. C'est même davantage, moi, me semble-t-il, ce sens-là qui importe que le sens strictement étymologique de terre des pères. Parce que ce qui compte, c'est les gens qui sont là maintenant, en fait, qui ont quand même une valeur plus évidente, plus incontestable que les gens qui sont morts, quand bien même y aurait-il des liens symboliques, culturels et affectifs entre les vivants et les morts dans une communauté humaine. Par suite et par extension donc, de cet amour qui porte sur un peuple, puisqu'un peuple se définit comme une division socio-culturelle de l'humanité, l'amour patriotique englobe aussi la culture du peuple qui s'est approprié ce territoire et qui l'a façonné. On retrouve d'ailleurs, notamment dans les analyses géographiques de paysages, la dimension culturelle des lieux, la dimension symbolique qui est prêtée à certains espaces et à leur aménagement par des peuples au cours de l'histoire. Donc c'est un amour pour un peuple, c'est-à-dire pour un ensemble d'êtres humains concrets. Ce n'est pas un amour qui porterait sur une valeur qui serait purement abstraite, comme peut l'être la liberté, encore qu'on pourrait montrer que cette abstraction renvoie à des situations où elle s'incarne concrètement, mais en tout cas c'est un amour qui a un référent qui est quand même beaucoup plus sensible et tangible que ça ne pourrait être le cas dans d'autres valeurs possibles. Le patriote, donc, il aime la patrie en tant que c'est un territoire, en tant que c'est un peuple, en tant que c'est un peuple doté d'une culture particulière, et le patriote se sent appartenir à cette culture, à ce peuple, à ce territoire. L'amour supposant une forme d'identification entre le sujet aimant et la chose aimée. Ce peuple, ce territoire, cette patrie, il fait partie de la définition de l'individu, il concourt à la constitution de l'identité sociale de l'individu. Donc c'est un référent d'identification pour le sujet, comme pourraient l'être d'autres formes d'engagement ou d'attachement, à d'autres instances. Ainsi, je cite, le patriotisme porte sur des traditions, des coutumes, par exemple des manières de se vêtir, de faire la cuisine, de recevoir ses amis, de converser, de fabriquer des objets d'artisanat, de jouer de la musique populaire, de décorer sa maison, de célébrer les grandes dates de l'année, de fêter les événements familiaux. Il s'inscrit dans un intérêt pour l'histoire nationale, c'est-à-dire l'épopée vécue par nos ancêtres. Il s'exprime enfin à travers la langue. Je pense que j'aurais mis la langue bien plus tôt dans cet ensemble de traits de définition de ce que c'est qu'un peuple, parce que cette culture commune, eh bien, elle doit nécessairement passer par des modes d'expression, sauf en l'absence de quoi on ne verrait pas comment les autres traits auraient pu émerger. Donc j'aurais mis le langage en quelque sorte en premier. Aimer son pays, c'est donc aussi aimer ses concitoyens en tant qu'ils le composent. On peut ne pas aimer telle personne en particulier, mais on aimera pourtant en elle la reconnaissance de ses traits particuliers. On peut ne pas être ami ou ne pas avoir de sympathie et même avoir de l'aversion pour les gens du peuple auquel on se sent appartenir, tout en leur reconnaissant une certaine valeur qui tient non seulement à leur humanité générique qu'on pourrait reconnaître à des étrangers, mais qui tient en plus à justement cette sympathie qu'on a pour la familiarité des traits qu'il nous présente. Le fait qu'on se sent plus proche, on s'identifie plus facilement à quelqu'un qui a la même culture que nous, et on reconnaît dans la personne en question une certaine valeur au fait que c'est une sorte de support de cette culture collective, quand bien même elle aurait à titre individuel des traits méprisables ou désagréables. On peut tout de même lui accorder une valeur qui tient non seulement à son humanité, mais aussi à sa nationalité.
Alors, si on fait le summum de tous ces éléments, je vais montrer les implications morales que ça entraîne dans un instant. Je fais juste une petite remarque sur le fait que, comme je l'ai dit, j'insiste là-dessus, le patriotisme présente une dimension concrète en tant qu'il se réfère à des personnes, ce qui implique qu'on ne peut pas aimer son pays en méprisant ou en détestant les gens qui le composent, ce qui implique qu'il y a un certain nombre de personnes qui brandissent l'étiquette de patriote comme si c'était une sorte de titre de gloire, alors qu'à la base c'est un sentiment, comme on pourrait avoir un sentiment d'amour pour, je ne sais pas moi, le patinage artistique. Vous voyez, on ne voit pas en quoi ça anoblirait de façon incroyable l'individu qui aurait ce goût, cette affection. Donc c'est un amour qui porte sur des personnes particulières, ce qui implique que voilà, on ne peut pas réellement ou valablement se définir comme patriote en ayant un sentiment de rejet ou d'aversion, de mépris pour les individus qui composent son propre peuple. Et si on approfondissait les aspects éthiques et moraux qu'entraîne le sentiment d'amour, sans aller jusqu'à vous proposer clé en main une déduction qui vous permettrait d'en tirer telle ou telle sorte de régime politique comme étant préférable à un autre, on peut tout de même être amené à penser que il est étonnant que certains individus de certains courants politiques, voilà, brandissent très fortement l'appellation de patriote tout en ayant manifestement certains dédains du commun de leurs concitoyens auxquels ils ne souhaiteraient pas reconnaître une égalité de droits politiques, et ainsi de suite. C'est un petit peu étonnant que le sentiment d'amour patriotique n'appelle pas instantanément l'adhésion des positions démocrates en politique. Pourquoi pas? Ça devrait quand même au minimum amener à une forme de paternalisme ou un conservatisme, voilà, un peu à la papa, quoi, hein, qui considère que certes les gens ne sont peut-être pas tous compétents ou capables d'exercer des droits ou des responsabilités politiques, mais ils devraient constamment en fait faire l'objet de la préoccupation et du souci de ceux qui vont exercer les dites charges ou responsabilités. Et donc, le sentiment patriotique, me semble-t-il, en son fond, a quelque chose de contradictoire avec les attitudes élitistes et fortement méprisantes qu'on trouverait, par exemple, dans l'espace des droites radicales qui, et c'est là où je vois une sorte de contradiction, sont souvent les mêmes, justement, qui brandissent le plus volontiers les drapeaux et la référence à la patrie, comme s'ils en étaient les défenseurs les plus éminents et les plus attitrés. Bref. Donc ces différentes composantes, ces différents niveaux de sens que j'ai montrés, donc en essayant de souligner leur intégration réciproque, font que le sentiment patriotique est un sentiment quelque chose d'exclusif. Il nous rend différents les uns des autres. Nous ne sommes pas patriotes des mêmes pays, nous ne convergeons pas, nous pouvons nous reconnaître éventuellement entre patriotes de différents pays, une forme de comportement analogique, mais nous n'avons pas le même objet d'amour, ce qui fait une distinction de nature entre cet amour-là et un amour qui pourrait être par exemple celui de la philanthropie. Dans l'amour de l'humanité elle-même, tous les gens qui aiment le même objet, ça crée donc une forme d'unité qui est beaucoup plus évidente que lorsqu'il s'agit d'aimer des pays qui sont à chaque fois des instances particulières, concrètes, spécifiques et différentes. Le patriotisme comporte donc par nature un élément particulariste. Tous les hommes peuvent être patriotes, mais pas tous du même pays. L'amour patriotique ne peut donc unir que des humanités locales et plurielles. Mais, et c'est l'un des aspects très intéressants, me semble-t-il, de la pensée de Michel Lacroix, selon lui, le sentiment patriotique se caractérise par une structure dualiste entre deux pôles ou deux ensembles d'éléments. D'un côté, il y a tous ces éléments concrets et exclusifs qui font que si vous aimez les traditions de tel pays qui a telle manière de se serrer la main en se rencontrant, vous ne pouvez pas vous reconnaître au même degré dans la culture de tel autre pays qui a des particularismes différents dans la façon de se saluer. Bon, c'est assez évident, il y a un élément d'exclusion. Cependant, Michel Lacroix tient à souligner que le sentiment patriotique peut se nourrir, et se nourrit de fait dans ses formes courantes et non aliénées, comme on le verra par la suite, se nourrit souvent aussi d'un ensemble d'autres éléments qui vont dans la direction opposée et qui sont d'orientation universaliste. En effet, les raisons d'aimer son pays, ou les causes, selon le point de vue, ce qui fait que nous sommes attachés à
un peuple, un territoire, à une patrie particulière, cela ne se limite pas à ce qui, dans ce pays, comporterait une originalité irréductible. Nous pouvons être attachés à un pays en tant que nous y reconnaissons l'incarnation particulière de valeurs générales qui ne lui sont pas exclusives. Alors Michel Lacroix nous donne, donc pour le dire encore une fois, nous pouvons être attachés sentimentalement à un pays en tant que nous y voyons la conformité à des valeurs morales ou politiques ou autres qui seraient universalisables, qui seraient en droit les bonnes, valables pour tous et partout. Michel Lacroix donne par exemple l'exemple de la démocratie des droits de l'homme. Il nous dit « Je suis attaché à cette terre », donc dans son cas c'est un Français, il parle de la France, « Je suis attaché à cette terre où le hasard m'a fait naître parce que les droits de l'homme y sont respectés ». C'est-à-dire qu'un certain contenu moral, un certain ensemble de valeurs dont on voit la réalisation partielle dans le pays auquel on se réfère, peut nous faire développer un sentiment d'amour pour ce pays. C'est d'ailleurs d'autant plus évident qu'on aime généralement les pays ou les populations qui ont des valeurs pas trop éloignées des nôtres. C'est donc une autre source du sentiment patriotique qui n'est pas exclusive de la première. Il n'y a aucune contradiction à aimer la France parce que les droits de l'homme y seraient mieux respectés qu'ailleurs, et à l'aimer parce qu'on aime bien la cuisine française. Simplement, l'un de ces éléments semble de nature universalisable et pas l'autre. Encore que ça se discuterait. Ce qui est intéressant sur cette dimension donc morale et idéale du sentiment patriotique, c'est que les contenus qu'on est susceptible d'y mettre sont susceptibles de variations selon les formes de patriotisme des individus. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un patriote chrétien qui vous dirait « J'aime la France car c'est le pays qui est la fille aînée de l'Église ». Et quoi qu'on pense de la validité de cette caractérisation, de cette expression, ça serait une raison qui aurait un sens pour que la personne en question vous exprime son amour de la France. Elle aime la France en tant que c'est la réalisation dans l'histoire d'une certaine forme de christianisme qui aurait marqué la société, l'histoire, sa culture, les paysages, les bâtiments, et ainsi de suite. Mais on pourrait tout à fait aussi, et c'est là où ça vous montre que le patriotisme a toujours quelque chose de différentiel et de multiple dans ses caractérisations observables, on pourrait tout aussi bien dire, je vais prendre un énoncé personnel, j'aime la France parce que, entre autres raisons, c'est le pays de la Révolution française. Ça serait ni moins vrai ni moins faux que la caractérisation précédente, alors que c'est pas exactement le même ensemble de valeurs. Dans le cas présent, on pourrait dire que c'est pas forcément contradictoire. Mais on pourrait même à la limite y trouver des caractérisations contradictoires. Et ça c'est intéressant parce que ça montre qu'au niveau au niveau des valeurs universalisables, les individus peuvent avoir un amour pour le même objet, mais pour des causes qui non seulement ne sont pas les mêmes, mais qui à la limite pourraient être divergentes. Est-ce que c'est vraiment une différence par rapport au niveau des éléments concrets et tangibles ? Pas totalement non plus, parce que certains individus pourraient vous dire qu'ils sont attachés sentimentalement à un pays de par la présence de tels et tels éléments, alors que d'autres individus du même pays seront peut-être indifférents à ces éléments-là en particulier et se référeront plutôt à tels et tels éléments. Donc je ne sais pas si ça marque une vraie différence, cette pluralité des formes concrètes du patriotisme, s'agissant du niveau des éléments qui seraient concrets ou du niveau des éléments qui seraient des valeurs abstraites. En tout cas, c'est bien deux pôles différents, c'est la métaphore qu'utilise Michel Lacroix pour rendre compte de ce que c'est que le sentiment patriotique de manière complète. Il prend la métaphore du phare et du jardin. Nous avons besoin d'un jardin, c'est-à-dire nous avons besoin d'un espace terrestre délimité, aménagé, stable, etc. Mais le sentiment patriotique est aussi incarné par l'autre pôle que représente le phare, c'est-à-dire ce que nous essayons de construire, ce que nous essayons de diffuser, ce que nous essayons de montrer comme message pour le monde, voilà, en édifiant cette patrie particulière. Nous ne faisons pas simplement un petit jardin pour nous qui serait fermé, mais nous essayons aussi de créer un idéal qui a une vocation potentiellement universalisable. Donc c'est ces deux pôles de valorisation que distingue Michel Lacroix dans les raisons, les causes qui font que les individus peuvent être attachés à un pays. Je cite encore un petit peu.
L'élément universaliste est formel, toute doctrine morale ou politique peut y trouver sa place. Voilà, on peut dire qu'on aime la France parce que c'est un grand pays industriel qui a donné au XIXe siècle la Tour Eiffel, ou bien on peut dire qu'on aime la France parce que c'est un grand pays agricole qui a su préserver la nature, ou encore autre chose. Les valeurs qui s'incarnent à travers le mode de vie, la façon dont les individus ont fait l'histoire dans un pays particulier, peut être l'une des raisons qui nous attachent à ce pays, alors même que c'est quelque chose qui relève d'une sphère plus abstraite que les éléments tangibles, physiques, comme les ruisseaux, etc. Je cite Michel Lacroix, « Ma patrie mérite mon affection parce qu'elle incarne des idéaux politiques qui sont valables pour l'humanité entière. » Ou en tout cas, ça pourrait être l'une des raisons pour lesquelles on éprouve de l'amour pour son pays. Je me sens lié à mon pays pour autant qu'il participe de cet universel. Et quand bien même ce serait un universel qui ne serait pas encore réalisé dans l'histoire, quand même on serait un pays qui viendrait de se fonder, qui n'aurait pas de passé, qui n'aurait pas de grandes réalisations ou de messages particuliers pour le monde, ça pourrait rester de l'ordre d'un appel, de l'ordre d'une possibilité. On pourrait penser un petit peu à la philosophie de Hegel et à son idée qu'au cours de l'histoire, des peuples différents en viennent à réaliser l'esprit général de l'humanité, sans adhérer à cette perspective sur un plan strictement métaphysique, dans la constitution d'un groupe national spécifique, il y a peut-être quelque chose, en tout cas chez certains individus, qui les appelle justement à faire en sorte que leur pays particulier n'œuvre pas simplement pour maintenir son existence propre, mais pour faire émerger une certaine manière d'être au monde qui a une vocation universelle. Puisque le sentiment patriotique, comment dirais-je, il présente de manière structurelle, de manière formelle un pôle universaliste, mais que le contenu des valeurs qui se situent à ce pôle n'est pas déterminé, eh bien il s'ensuit qu'on ne peut pas accuser une personne de manquer de patriotisme, ou inversement d'en avoir trop, si tant est que ça puisse être un défaut, en l'accusant de ne pas mettre dans son patriotisme le bon contenu. Il n'y a pas de bon contenu dans l'analyse de la notion même de patriotisme. Si vous dites que vous aimez la France pour une raison extrêmement baroque, si vous dites que vous l'aimez parce que c'est la seule... c'est le seul pays au monde qui a développé dans les années 70 une forme qui aurait telle et telle caractéristique de idéologie maoïste française, bon, ce serait particulièrement tordu, mais on ne peut pas vous dire que vous n'avez pas mis le bon contenu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise raison, voilà, il n'y a pas de raison qui n'aurait pas de sens en fait dans le contenu de valorisation abstraite que vous pouvez donner à un pays. Vous pouvez l'aimer pour des raisons qui sont étranges, ou qui sont minoritaires, ou qui sont... etc., etc. Mais ce qui définit le sentiment patriotique dans son essence, ce n'est pas le type de raison, le type de contenu qui va vous faire avoir de l'amour pour votre pays, c'est le fait même qu'on y trouve des éléments qui d'un côté sont tangibles, concrets et particuliers, et de l'autre côté des éléments qui peuvent être idéaux, abstraits et universalisables. Alors, dans un dernier temps, car j'ai déjà dépassé le temps que je vous avais annoncé, je vais parler brièvement de la question de savoir si le patriotisme peut être considéré comme une vertu. C'est donc une question de philosophie morale. Rappelons très sommairement que dans la tradition issue d'Aristote, une vertu est une puissance d'agir du sujet, une certaine manière d'être du sujet, une certaine habitude acquise par le sujet qui lui permet de se réaliser moralement, de se développer et de devenir une bonne personne. On dira ainsi que la politesse, le courage, la générosité ou d'autres qualités constituent des vertus. Ou la prudence, etc. Est-ce que être patriote, est-ce qu'avoir un sentiment d'amour pour son pays, c'est une valeur morale? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut qualifier comme étant une vertu ou au contraire comme étant un vice, comme semblent le penser ceux qui font dans ce sentiment même la source des idéologies xénophobes, nationalistes, racistes ou je ne sais quoi? Eh bien, Michel Lacroix prend position sur ce débat au chapitre 11 de son ouvrage, dans lequel il se livre à une très brillante analyse des conflits de valeurs dans lesquels le patriotisme se trouve être impliqué. En effet, on peut valoriser, on peut aimer, comme ça a été dit, son pays, pour différentes raisons, bonnes ou mauvaises,
Et à partir du moment où on a une valeur, plus exactement à partir du moment où on a plus d'une valeur, un conflit de valeurs est susceptible d'arriver, puisqu'on ne peut pas forcément tout valoriser tout le temps au même degré et de manière parfaite. D'où la problématique des conflits de valeurs. Le patriotisme n'étant qu'un sentiment, il est important de souligner qu'il ne peut pas se substituer en matière morale à la raison. Le patriotisme n'est pas une boussole morale. C'est une attitude que l'on acquiert, dont on pourra montrer éventuellement qu'elle présente des traits sympathiques ou qu'elle peut en présenter, mais elle ne nous aide pas à trancher les conflits du simple fait qu'ils se présenteraient. Le patriotisme, on verra j'en ai déjà un petit peu parlé, mais on verra pourquoi ça peut être considéré comme une vertu. En tout cas, cette valeur, si tant est qu'elle ait une légitimité, peut se trouver en conflit avec d'autres valeurs également désirables. Michel Lacroix donne un certain nombre d'exemples concrets de ces conflits de valeurs, où on ne sait pas très bien ce qu'il conviendrait de préférer pour être une bonne personne et agir moralement. Par exemple, en temps de guerre, est-il légitime, au nom de la défense de sa patrie, de tuer d'autres êtres humains ? Point d'interrogation. Si, par exemple, un tribunal militaire rend un verdict inique, ai-je le droit de m'élever contre ce dernier, bien que, ce faisant, j'ébranle la confiance dans l'armée, à un moment où celle-ci est nécessaire à la survie de mon pays? On reconnaît le dilemme soulevé par l'affaire Dreyfus. Autre question dérangeante. Faut-il systématiquement ouvrir ses frontières aux étrangers fuyant la pauvreté ou l'oppression politique? Le devoir d'hospitalité exclut-il toute considération relative à l'identité culturelle de mon pays? Point d'interrogation. Et à partir de cette mise en évidence que le patriotisme est susceptible d'entrer en conflit avec d'autres valeurs également légitimes, ce qui nous amène à une problématique en matière de philosophie morale qui ne sera pas sans vous rappeler à ceux qui sont familiers de ma philosophie politique mes exposés précédents sur la notion de pluralisme chez John Keats. On trouve chez Michel Lacroix quelque chose de relativement similaire, où il nous invite à une forme de pluralisme des valeurs morales. Il faut essayer de sauvegarder finalement la légitimité de ces différentes valeurs, et à partir du déséquilibre qui consisterait au contraire à privilégier de façon exclusive une seule et même valeur morale, et en l'espèce du cas la valeur de la patrie, Michel Lacroix propose une définition de l'essence du nationalisme. Alors voici sa définition et voici comment il l'a construit. Donc il nous a montré que le patriotisme se construisait sur une structure dualiste. On valorise à la fois des éléments concrets et abstraits. On valorise à la fois des choses qui tiennent au particulier et des choses qui tiennent à ce qui est généralisable ou à ce qui tend vers l'universel. Et tandis que le patriote est empêtré dans ses multiples cas de conscience qu'on vient de lister, un mauvais génie se tient à côté de lui et lui murmure ces paroles insidieuses. Si tu faisais taire une fois pour toutes la voix de l'universalisme, si tu réduisais le particularisme au seul élément, si tu réduisais le patriotisme au seul élément patriotisme, tu échapperais à toutes ces questions dérangeantes. Tu serais à l'abri de ces pénibles conflits éthiques. Ta patrie ne serait plus en débat. Elle serait hors d'atteinte. Ce mauvais génie, c'est le nationalisme. Michel Lacroix définit donc le nationalisme comme un patriotisme réduit à sa composante particulariste, c'est-à-dire coupé des raisons qui font qu'on pourrait aimer son pays pour des raisons qui le dépassent, pour des raisons qui touchent à l'universel, à des choses qui seraient partageables ou constatables au-delà même des frontières de notre pays, de notre peuple, de notre culture. Donc c'est une forme d'amour, mais qui est rendue appauvrie parce qu'elle est coupée de sa dimension universelle, justement. C'est un amour qui est inquiet et jaloux. J'aime quelque chose qui est menacé par les prétentions d'autres valeurs qui, pourtant, une réflexion rationnelle, morale, pourrait montrer qu'elles ont aussi une valeur légitime. Et donc, le nationaliste tel que le définit Michel Lacroix, c'est celui qui envoie balader toutes les autres valeurs pour préserver la valeur de cette chose-là particulière. C'est un sentiment d'appartenance et d'attachement qui est coupé de la visée idéale, transcendante du patriotisme normal. C'est le jardin sans le phare. C'est un amour pathologique car il est tissé au rang de valeur suprême et donc il est insoucieux de la justice.
Parce que si vous faites passer votre patrie avant tout, vous la faites aussi passer avant la justice, avant la considération d'autres biens qui pourraient aussi avoir une reconnaissance intrinsèque. On pourrait donc résumer cette attitude par la fameuse formule anglaise « My country, right or wrong », mon pays, qu'il ait raison ou tort. Et à ce moment-là, on voit bien que l'amour dont a été investi cet objet particulier, cet objet qu'on pourrait caractériser de façon un petit peu chrétienne pour le coup, cet objet qu'on pourrait qualifier de terrestre, de limité, de charnel, de particulier, se voit caractérisé comme une valeur absolue. Le nationalisme tel que le propose de le définir Lacroix, ce serait donc l'attitude morale d'absolutisation de la valeur conférée à la patrie. Et cette absolutisation semble effectivement quelque chose de moralement contestable, en tout cas c'est quelque chose dont on pourrait débattre. L'intérêt de cette analyse, donc qui présuppose la pertinence de la proposition précédente sur le fait que dans le sentiment d'amour patriotique, on trouve différentes sortes de raisons d'être investi d'amour vis-à-vis du pays, et notamment des raisons qui tiennent soit des particularismes, soit des traits qui ne sont pas des particularismes. C'est à partir de cette structure dualiste que Michel Lacroix propose de dégager la forme aliénée du sentiment patriotique, la forme mutilée, la forme particularisée. On voit bien que sa définition est une définition qui se situe sur le plan strictement moral, qu'elle ne recoupe pas, par exemple, la définition que moi je vais utiliser dans mon ouvrage sur le nationalisme français, par exemple, qui est une définition strictement politique. J'utilise la notion de nationalisme au sens d'une idéologie politique. Néanmoins, entre ces deux concepts, son concept donc, du nationalisme comme une attitude morale exclusive et mon concept du nationalisme comme une idéologie politique, il y a un lien, une articulation entre les deux qui tient au niveau de ce que j'avais expliqué dans une conférence précédente sur la pensée de la droite nationaliste. Le trait de base ou l'attitude de base, c'est effectivement une valorisation exclusive de la nation en tant que source de toutes les valeurs dans l'ordre politique, voire même dans l'ordre moral. On connaît la formule de Charles Maurras sur la question, lorsqu'il compare la France à une déesse. On voit que c'est de l'ordre d'une valeur tellement haute qu'elle écrase et qu'elle aplanit toutes les autres. Donc c'est en ce sens-là, et c'est sur ce point-là, sur cette dimension d'absolutisation, qu'on pourrait trouver des similitudes entre le concept de nationalisme tel que l'a forgé Michel Lacroix et cette notion telle que je l'ai reformulée pour définir une certaine sorte d'orientation politique droitière. Alors, si on admet tout ce qui précède, il s'ensuit logiquement que accuser le patriotisme de mener inéluctablement au nationalisme a autant de sens que d'accuser l'amour romantique de mener fatalement aux extrêmes de la jalousie, au crime passionnel ou au suicide. Il n'y a en réalité rien de fatal là-dedans. Ce n'est pas parce que vous aimez quelque chose que vous êtes obligé de conférer à la chose que vous aimez une valeur absolue. D'ailleurs, c'est le plus souvent pas comme ça que fonctionnent les personnes. On ne peut donc pas accuser le sentiment patriotique d'être en lui-même et nécessairement une pente fatale qui mènerait aux extrêmes du nationalisme, parce que ça n'est qu'une virtualité possible de ce sentiment, de même que le crime passionnel n'est qu'une virtualité de la relation passionnelle dans le domaine amoureux. Michel Lacroix, d'ailleurs, cite ce mot de Albert Camus, « J'aime trop mon pays pour être nationaliste ». Et oui, parce qu'on l'aime pour des raisons qui ne sont pas que particulières, qui ne sont pas qu'exclusives, qui n'engagent pas que des valeurs concrètes, délimitées, localisées et exclusives des autres peuples. Si on aime la France parce qu'on y voit la fille aînée de l'Église ou le pays de la Révolution française, on va l'aimer en tant qu'incarnation historique et de valeurs qui engagent le destin de l'humanité tout entière. On va l'aimer pour des raisons humanistes qui la débordent, et donc on va l'aimer d'une façon qui ne nous permet pas, précisément, de lui donner une valeur absolue. L'amour patriotique régulé, sain, normal, celui qui repose sur cette structure de valeurs dualistes, c'est un amour qui est auto-limitatif, puisqu'en tant qu'il y a dans cet amour des valeurs qui le dépassent, il y a dans cet amour de quoi mettre des limites à ses prétentions. C'est un amour qui ne peut pas être mis au-dessus de la justice, par exemple. Donc je trouve que l'analyse de Michel Lacroix est extrêmement intéressante, très profonde.
Je me suis un petit peu méfié, à vrai dire, au début de sa proposition d'analyse, parce que cette distinction entre un pôle un peu terrestre, un pôle un peu céleste, cette distinction entre voilà, deux types d'éléments, bon, je me méfie des dualismes en général, plus exactement, je me méfie des schémas voilà, qui reposent sur une dualité, parce que ça mène souvent à des dualismes, c'est-à-dire à des oppositions rigides, fixes, strictes, pas hegelienne, hein, qui ne se prête pas à un dépassement et à un équilibre très sain. Donc au départ, je ne savais pas trop quoi penser de son analyse avec cette idée de deux pôles différents, mais je trouve qu'au final, son analyse se tient assez bien. Alors, est-ce que c'est parfait, définitif? Est-ce que c'est le dernier mot que peut avoir la philosophie sur le sentiment patriotique? Je ne crois bien sûr pas. Mais c'est une réflexion qui a le mérite d'exister et qui mériterait d'être mise en dialogue avec d'autres auteurs. Je pense notamment à des exposés qui devraient venir ultérieurement sur cette notion de dimension vertueuse que présente le patriotisme, parce que c'est pas forcément comme ça qu'il est conçu ou représenté dans la vie publique. Je ferai sans doute des exposés ultérieurement sur le philosophe catholique Alasdair MacIntyre, qui a consacré une année de cours à la question justement de savoir si le patriotisme pouvait être considéré comme une vertu. C'est le cas, semble-t-il, manifestement dans une certaine tradition catholique. Michel Lacroix, quant à lui, ne se réclame pas d'obédience religieuse ou politique particulière, mais il apporte une véritable valorisation du sentiment patriotique, en le dissociant bien, comme il l'a fait, de sa variante corrompue et aliénée qui est le nationalisme. Michel Lacroix réhabilite donc en profondeur le sentiment nationaliste contre les différentes idéologies post-nationales, à partir tout d'abord de ce constat de base que les êtres humains à toutes les époques connues sont marqués par un attachement à leur terre natale, ou si on étend un peu la notion, ils sont attachés à une certaine forme de territoire, quand même le territoire en question serait-il réticulaire, rhizomatique et constitué de séries d'oasis et de points d'étape comme pourrait être le territoire de peuples nomades. En tout cas, il y a quand même un certain monde qui est leur monde et auquel ils accordent une valeur de par la simple familiarité de leur manière de l'habiter. Cet attachement donc localiste est une constante de la nature humaine. Donc il n'y a pas de sens à vouloir lutter contre quelque chose qui serait une constante de la nature humaine, ce serait même une mutilation de l'être humain de le priver de quelque chose qui le fait spontanément et donc il retire un certain bien. C'est surtout ça qui donne en réalité sa valeur au patriotisme et qui justifie d'une voir une vertu. Nous retirons de notre attachement à la patrie un certain bien parce qu'elle nous apporte une certaine stabilité, un ancrage symbolique, psychologique, une familiarité qui nous donne une assurance, une manière d'être au monde plus ample que celle que nous aurions sans elle. Et on le voit très bien par la négative en considérant ce qui arrive aux exilés, aux gens qui souffrent de l'absence de leur patrie, justement, de sa destruction. Ce rejet de l'amour patriotique que manifeste un certain nombre d'idéologies post-nationales contemporaines est selon lui l'une des sources des malaises identitaires qui nourrissent les populismes. D'un côté, une partie de l'opinion développant des tendances cosmopolites et post-nationales manifeste une mise aux patries, une haine de son propre pays, un reniement, un mépris condescendant à l'égard de populations qui, elles, se contentent de vivre comme elles sont toujours vécues et d'être attachées à des manières de faire et à des symboles et à des ancrages locaux. Et cette mise aux patries d'une partie des couches élitaires liées à la mondialisation contemporaine se traduit par du ressentiment et l'apparition de mouvements qui exploitent cette frustration, ce sentiment de relégation. Donc on a un double engendrement, un engendrement réciproque, comme dirait Michel Clouscar, du cosmopolitisme mondialiste d'une part et des mouvements populistes droitiers identitaires qui réhabilitent sous une forme revancharde et revendicatrice le sentiment national. Mais ce sont deux formes d'aliénation qui se répondent en réalité mutuellement, qui sont toutes les deux des déséquilibrages de cette structure duale du sentiment national, qui est un équilibre entre le particulier et l'universel, entre le jardin et le phare. Michel Lacroix plaide donc pour reconnaître la légitimité du patriotisme, dans laquelle il voit une véritable condition de la concorde entre les citoyens, car c'est un sentiment qui, étant de nature pré-politique, étant de nature antérieure aux engagements politiques divers et variés des membres de la cité,
Ce sentiment constitue une sorte de fond commun qui permet de donner une assise à la cité, à la communauté politique, à un niveau qui déborde ou qui est antécédent de ces conflits, à un niveau qui en fait empêche les conflits politiques de monter aux extrêmes, de monter à la guerre civile notamment. Le sentiment patriotique est un lien commun que les individus peuvent retrouver dans des occasions non politiques, quand même elles se rattacheraient à la vie publique, et on en a vu une illustration particulièrement remarquable en France à l'occasion de la tenue des Jeux Olympiques, dont un certain nombre d'observateurs n'ont pas pu manquer, qu'ils ont permis la manifestation justement d'une certaine fraternité entre les Français. Par ailleurs, il n'y a pas d'assimilation possible à un pays sans patriotisme, sans un développement de ces habitudes qui permettent au sujet de ressentir des sentiments communs d'amour sur les mêmes objets, les mêmes circonstances, les mêmes manières de faire, avec l'ensemble d'un peuple qui est constitué préalablement à son arrivée dans celui-ci. Et d'ailleurs, le même processus se constaterait aussi bien s'agissant de l'assimilation des étrangers que de l'assimilation des nouvelles générations, dont eux aussi doivent acquérir un ensemble d'habitudes, de manières d'être, sans lesquelles il n'y aurait pas de renouvellement d'un peuple au cours du temps. L'amitié compatriotique, le sentiment national, donc nous dit Michel Lacroix, n'a rien à voir avec les filiations réelles d'ordre biologique ou génétique. Elle se moque de savoir s'il y a entre nous ces fameux liens du sang auxquels les nationalistes attachent tant d'importance, car ce sont des gens anxieux et angoissés qui cherchent donc du définitif, de l'irrévocable et donc de l'immuable, du naturel, de ce qui échappe à l'histoire, ce qui échappe à la volonté, ce qui échappe au contrat, ce qui échappe au choix, et ce qui échappe en fait au sentiment national, car c'est un élément qui relève du social et d'un choix existentiel et personnel. Ce qui compte en réalité, ce qui fait le véritable lien civique et social dans une patrie, ce sont les filiations symboliques, les généalogies voulues, les liens désirés adoptés. Le sentiment national, comme l'expliquait Ernest Renan dans sa conférence célèbre, est un plébiscite de tous les jours. Il relève de sentiments partagés et d'un engagement de la personne. Il ne peut pas être une sorte de fatalité qui se jouerait en dehors d'elle-même et qui relèverait du biologique ou de l'inerte. L'immigré et moi, je cite, nous nous considérons mutuellement comme des compatriotes, non pas parce que nous sommes tous deux de souche, ce qui est tout à fait secondaire, mais parce que nous nous revendiquons des mêmes ancêtres symboliques. Autrement dit, c'est une filiation symbolique commune. On a tous le même totem, on adhère tous aux mêmes ancêtres symboliques, on se reconnaît tous dans les mêmes symboles, les mêmes éléments culturels qui font qu'on se comprend, qu'on se reconnaît une valeur réciproque en tant qu'incarnation particulière justement de cette culture générale qui se continue à travers le temps. En conclusion, Michel Lacroix nous propose de considérer que le retour du patriotisme constitue quelque chose d'indispensable pour que les démocraties d'Europe puissent échapper d'une part au chaos communautaire, d'autre part à la montée de partis xénophobes et démagogiques et nationalistes qui exploiteraient les tensions entre ces divers groupes variés. Je cite ses conclusions, « Seul le sentiment national peut rassembler des groupes ethnoculturels qui, livrés eux-mêmes, n'auraient d'autre avenir que de s'isoler et de se dresser les uns contre les autres. C'est pourquoi la question du patriotisme se pose aujourd'hui de façon cruciale. » Et ce nous montre que les vertus du patriotisme ne se limitent pas à une perspective purement morale qui se concentrerait sur le bien de l'individu. Le patriotisme, le fait d'avoir une patrie commune plus exactement, n'est pas simplement une valeur qui nous permettrait d'assurer le bien de l'individu considéré de manière isolée. Ce n'est pas simplement une reconnaissance de ce qui constitue l'individu et ce qui lui permet de vivre bien. C'est aussi conjointement, mais à un autre niveau qui est le niveau politique, quelque chose qui permet l'existence de communautés politiques stables, soudées et relativement égalitaires que sont les États-nations modernes. C'est ce qui conjure le spectre du conflit dépassant le stade de la simple polémique démocratique et qui irait vers des formes non souhaitables de guerre civile ou de conflits à très haute intensité débordant les limites de l'acceptable dans une société civilisée moderne. C'est donc un sentiment qui mérite de faire l'objet d'une véritable valorisation non seulement sur le plan moral, comme étant une vertu individuelle, mais d'une valorisation d'ordre civique et public. Et c'est pourquoi nous devons avoir un engagement en faveur du patriotisme dans l'espace public. Voilà les thèses de Michel Lacroix. Je pense que vous aurez compris que j'y adhère très largement.
Ce n'est peut-être pas votre cas, je vous invite donc à me poser des questions, à en débattre. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord, La Cité Libre. Nous sommes un serveur de débat politique et de culture générale. Nous serons ravis de discuter avec vous. À bientôt.